professeur Aliad Mkoua, faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à INSHOP, Casablanca, chargé d'enseignement du module économie monétaire et financière S4. Mes chers étudiants, sabah al-khair. J'ai décidé d'intervenir une nouvelle fois afin de faire le point sur les modalités d'examen de la matière économie monétaire et financière dont j'ai la charge. Cette mise au point s'impose d'autant plus que, il y a eu un report des examens pour le mois de septembre, d'une part, et d'autre part, parce que la durée des épreuves a été réduite. Ces deux mesures s'imposaient pour assurer votre sécurité, ainsi que celle du corps enseignant et du corps administratif. En effet, il a été décidé de réduire les effectifs par salle d'examen de près de 50%. En conséquence, les épreuves d'une heure et demie ont été ramenées à 1 heure. De ce fait, la modalité d'examen que j'ai toujours adoptée, à savoir une dissertation économique, me pose relativement problème parce que je considère qu'il est relativement délicat de faire une dissertation correcte en 1 heure. En conséquence, j'ai adopté une autre solution, à savoir vous poser lors de l'épreuve d'économie monétaire et financière deux questions qui se rapportent bien entendu au programme que nous avons traité. Afin de faciliter votre tâche, j'ai décidé de m'adresser à vous afin de déterminer les principaux points à assimiler afin d'être prêt à passer votre épreuve d'économie monétaire et financière. Le premier point concerne la relance de l'économie par le biais du financement bancaire ou par le biais des marchés financiers. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'une question d'examen. Il s'agit d'un point à connaître, à savoir les possibilités du financement de l'économie par le biais du système bancaire, ce qu'on appelle le financement intermédiaire, ou bien le financement par le biais des marchés financiers qu'on qualifie de financement par le marché des capitaux qu'on qualifie de financement des intermédiaires. Il vous appartient donc de déterminer les principaux aspects de ce point, de telle sorte que vous puissiez répondre dans le cas où l'un des aspects de ce point serait posé à l'examen, donc que vous soyez prêt à y répondre. Relance de l'économie par financement bancaire et donc un financement intermédiaire ou un financement des intermédiaires. Il s'agit en fait de préciser l'ensemble des aspects du financement intermédiaire, c'est-à-dire les organismes qui interviennent dans le cadre de ce financement, d'une part, voir dans quelle mesure leurs actions ont été réformées lors de la loi de 93, et en faire de même en ce qui concerne le financement des intermédiaires, à savoir le financement par le biais du marché monétaire et du marché financier. Et là encore, essayez de voir dans quelle mesure ces deux types de ces financements, que ce soit sur le marché monétaire ou sur le marché financier, ont fait l'objet de modifications suite à la réforme des années 90. Le second point sur lequel j'attire votre attention concerne la loi bancaire de 93. Cette loi ou la lecture de cette loi
m'a permis de déterminer le point suivant, à savoir dans quelle mesure la loi de 93 a permis un accroissement des modalités de financement de l'économie, d'une part, et a engendré, d'autre part, une réduction du pouvoir de la Banque centrale. Nous avons vu ensemble que cette loi s'est caractérisée en fait par l'adoption des 3D, à savoir la déréglementation, le décloisonnement et la désintermédiation. Il s'agit donc de voir dans quelle mesure ces trois aspects, à savoir la déréglementation, le décloisonnement et la désintermédiation, ont permis d'accroître, du moins d'un point de vue théorique, les modalités de financement de l'économie et, d'un autre côté, ont engendré une relative réduction du pouvoir de la Banque centrale. Il ne s'agit pas, encore une fois, et j'insiste sur cela, d'une question. Il s'agit d'un point qu'il faut impérativement connaître, sachant, encore une fois, que une, deux ou trois questions, je pourrais réfléchir à une, deux ou trois questions relatives à ce point. Le troisième point auquel j'ai pensé concerne la réforme du marché monétaire. À ce sujet, je me suis permis de retenir ce point en ce sens que je vous invite à voir dans quelle mesure la réforme du marché monétaire devait en principe augmenter, accroître sa liquidité. Voilà trois points essentiels à connaître au niveau du chapitre relatif au financement de l'économie. Suite à cela, j'ai abordé le deuxième chapitre relatif à la politique monétaire. J'ai alors pensé à un premier point concernant la régulation économique. Comme vous le savez, et je l'ai précisé dans le cadre de mes différentes interventions, avant la crise de 1929, la régulation était assurée par le marché. Et la crise de 29 a démontré l'incapacité du marché à assurer cette régulation et, de ce fait, a nécessité l'intervention d'une variable exogène au marché, en l'occurrence l'État. J'ai donc pensé au point suivant: qu'est-ce que la régulation économique par l'État, assurée par l'État-providence? En d'autres termes, dans quelle mesure peut-on dire que l'intervention de l'État s'est imposée pour assurer la régulation économique? S'agissait-il d'une nécessité? Si oui, pourquoi? Et dans quel but? Voilà donc un point de réflexion. Le second point de réflexion est le suivant. Comme vous le savez, dans le cadre de mon exposé relatif à la politique monétaire, j'avais en fait traité cette question en 3 points. 1. La politique économique. 2. La politique budgétaire. 3. La politique monétaire. Et j'avais précisé, dans le cadre du premier point, que la politique budgétaire et la politique monétaire doivent agir en même temps et nécessitent un certain consensus entre la Banque centrale, qui est en charge de la détermination de la politique monétaire, et l'exécutif, qui est en charge de la politique budgétaire. J'ai donc pensé au point suivant: pourquoi et dans quelle mesure
la politique budgétaire et la politique monétaire se doivent d'agir en même temps, et ce, dans le but d'assurer la régulation économique. Le troisième, ou le point suivant, relatif au chapitre 2, concerne la politique budgétaire proprement dite. Il s'agit de préciser comment les recettes et les dépenses publiques constituent un moyen de régulation économique. Et enfin, toujours à ce niveau-là, je tiens à préciser encore une fois qu'il vous appartient d'assimiler tous les aspects qui ont été précisés dans le cadre de mes enregistrements vidéo que dans le cadre des PDF, des documents PDF que je vous ai envoyés, que j'ai mis à votre disposition. Le point suivant qui a retenu mon attention et qui, à mon sens, nécessiterait aussi un intérêt de votre part, concerne la politique monétaire proprement dite et, de façon plus précise, les deux premiers aspects que j'ai traités dans le cadre de ce cours, à savoir, d'une part, les contours théoriques de la politique monétaire et, d'autre part, la politique monétaire adoptée par Banque al-Maghrib durant les 20 dernières années. Ces deux éléments m'ont amené à penser au point suivant, à savoir pourquoi la politique monétaire d'obédience monétariste adoptée par Banque al-Maghrib va à l'encontre de la croissance économique. Sachant bien entendu que j'ai précisé dans le cadre de mon intervention que la politique monétaire adoptée par Banque al-Maghrib s'est appuyée sur le monétarisme et donc sur la théorie de Milton Friedman et s'est donné comme objectif majeur la lutte contre l'inflation. Le point suivant concernant la politique monétaire est relatif à l'efficacité du contrôle direct. L'efficacité du contrôle direct et le dernier point concerne le contrôle indirect et de façon plus précise l'efficacité de ce contrôle. Vous disposez ainsi d'un ensemble de points qui pourraient constituer votre guide en matière de préparation de l'épreuve d'économie monétaire et financière. Je vous invite donc, dans un premier temps, à reprendre les documents qui vous ont été distribués par WhatsApp et par le biais, donc par WhatsApp, est destiné aux étudiants de l'ensemble 7 et de l'ensemble 8, étudiants inscrits au nombre à peu près de 800, mais j'ai mis aussi l'ensemble de ces documents ainsi que des vidéos à la disposition de la faculté et donc vous pourriez les consulter sur le site de la faculté. Je vous invite donc à prendre chacun de ces points, à vous référer à mes interventions, donc à mon cours d'une part, et vous référer d'autre part aux documents, pour établir une fiche de lecture qui répond à chacun de ces points. Cette fiche de lecture sera votre guide en matière de préparation de l'épreuve. Et si vous arrivez à établir une bonne fiche de lecture concernant chacun de ces points, fiche de lecture, encore une fois, qui s'appuie et sur le cours proprement dit et sur les documents mis à votre disposition. Si vous arrivez donc à établir cette fiche de lecture, si vous arrivez à comprendre et à assimiler l'ensemble des aspects contenus et
dans mon cours et dans les documents qui vous ont été distribués, il me semble que vous seriez capable de répondre à toute question lors de l'épreuve du mois de septembre. Ceci étant, sachez que je suis à votre disposition pour répondre à toute question. Je dis bien à toute question. Il vous suffit de poser cette question au niveau des groupes WhatsApp constitués tant au niveau de l'ensemble 7 que de l'ensemble 8. Ces groupes sont gérés par certains de vos camarades et sachez que dès qu'il y aura telle ou telle question, elles me seront transmises et j'y répondrai. Je vous souhaite donc un bon courage et encore une fois, je suis à votre disposition si vous le souhaitez pour répondre à toutes vos questions et j'insiste sur ce point. J'ai toujours eu tendance à encadrer mes étudiants. Jusqu'à présent, et sachez-le, et je tiens à vous le préciser encore une fois, je suis en contact permanent avec à peu près une cinquantaine d'étudiants répartis en 2 groupes WhatsApp et ces étudiants-là peuvent agir et agissent en tant que relais pour vous transmettre l'ensemble des informations relatives à ce module. Je vous remercie.